Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission aura pour thème les relations Maroc-UE à la lumière du dernier vote au Parlement européen. Pour parler de ce sujet d'actualité, j'ai plaisir à recevoir Monsieur Mustapha Shimi. Monsieur Shimi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur, il est de coutume de présenter notre invité, même si j'en ai pas forcément besoin. Monsieur Shimi, vous êtes avocat, me semble-t-il, au barreau de Casa, professeur universitaire de droit. Vous êtes un politologue et quelqu'un qui s'intéresse aux relations internationales et à la vie politique aussi bien au Maroc et à l'étranger. Et au-delà de tout, je pense que vous êtes un homme d'esprit et vous êtes tout à fait en mesure de nous illuminer au sujet de ce sujet. Monsieur Shimi, je voudrais commencer par cette première question. Alors, comme tout le monde le sait, le Parlement européen a voté le 19 janvier dernier une résolution qui attaque le Maroc sur le volet des droits de l'homme et de la liberté d'expression, en mentionnant 3 cas juridiques qui ont été jugés de manière souveraine par la justice marocaine. Je rappelle juste que le vote a été exprimé positivement par 356 voix, n'est-ce pas? 32 votes étaient contre et 42 abstentions, sachant qu'il y a 705 eurodéputés dans l'hémicycle européen. Ils étaient 751 avant le Brexit, ils sont devenus 705 aujourd'hui. Donc il y a eu à peu près... il y a eu 275 absences. Et lorsqu'on fait le total, on arrive à 346 voix, ou 349 voix contre, vous allez me dire, si on peut le voir de cette manière. D'abord, M. Shimi, comment expliquez-vous, quelle est votre lecture de ces absences? Et aussi, si vous permettez, pourriez-vous nous donner la cartographie des votes hostiles, des votes non hostiles ou amis, s'il vous plaît? C'est une résolution, comme vous l'avez dit, qui a été votée effectivement donc par le Parlement européen le jeudi 19 janvier courant, à une forte majorité, pour le dire, 356, c'est un Parlement qui compte 705 membres. Ça, c'est connu. Ce qui est peut-être moins connu, c'est d'où ça vient. Comment on est arrivé à ce projet de résolution qui a été donc voté par le Parlement européen. Ceux qui ont porté au départ ce projet, ce sont essentiellement 4 députés. Un député espagnol de l'extrême gauche, 2 députés néerlandais, un groupe écolo et un autre socialiste, et puis un député grec, parti libéral indéterminé d'ailleurs, ça fait 4. Donc au départ c'était ça, et c'est à partir de ça qu'a été enclenché un processus donc de signature et d'information auprès d'un certain nombre de groupes parlementaires et de cercles pour arriver à faire voter cette résolution. Qui a voté cette résolution? Essentiellement donc les partis écolos, les partis de gauche socialistes, les partis souverainistes, après je vais expliquer pourquoi c'est souverainiste, et d'autres partis de la droite, partis donc qui se retrouvent au niveau d'un groupe. M. Shimi, vous voulez dire les partis du renouveau européen, n'est-ce pas? C'est ça, voilà, tout à fait, du renouveau, donc ça, mais pas tous. Il n'y a que certains pays qui ont adhéré à ça. Alors, ce que je voudrais observer, c'est d'abord 2 choses. La première, c'est le vote contre des 17 députés du Parti socialiste espagnol qui ont voté contre cette résolution. C'est à relever. Ça prouve que le chef du gouvernement espagnol, qui est socialiste, donc Pedro Sánchez, a de la cohérence, il a de la responsabilité, et il a fait dire effectivement que la position de son parti était celle-ci, donc de ne pas voter cette résolution, de s'y opposer. En revanche, deuxième observation,
c'est le vote d'un certain nombre de députés, dont les députés du groupe du parti politique français qu'on appelle la Renaissance, qui est le parti qui soutient le président Macron, et qui, eux ont voté. Qui ont voté cette résolution. Donc c'est un élément tout à fait particulier, interrogatif, et qui interroge sur quoi? Sur le comportement de Paris. Enfin, on ne peut pas d'un côté prôner un discours de partenariat privilégié, d'exception, attesté par ce qu'a déclaré il y a quelques semaines ici même à Rabat la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Reconfirmé dernièrement par un porte-parole aussi. Par le porte-parole du Quai d'Orsay, il y a encore 2 jours, sur ce plan-là, et en même temps faire en sorte que les députés de la majorité présidentielle soutenant le président, c'est le parti du président, aillent jusqu'à ce vote, qui est un vote hostile au Maroc. C'est important pour nous parce que ça prouve que 2 choses. L'une, c'est qu'il y a bien une relation désormais confiante, solide, et avec des principes pour ce qui est de Madrid, de l'Espagne. En revanche, il semble bien que rien ne soit réglé avec Paris. D'autant qu'il y a un climat qui est un climat de froid et de glaciation, lié à un certain nombre d'événements que tout le monde connaît, notamment dans nos relations avec Paris. Je pense à l'affaire des visas, je pense à l'exploitation et la mise en cause du Maroc dans l'affaire de Pegasus et à d'autres dossiers en instance. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France, est venue pour tourner la page et tenter d'asseoir nos relations d'avenir sur de nouvelles bases d'approfondissement. Tel n'est pas le cas. J'ajoute dans cette même ligne que le président français a annoncé son prochain séjour dans le cadre d'une visite d'État au Maroc qui était prévue à la fin de l'année, qui était prévue au mois d'octobre dernier. C'était lui-même qui l'avait annoncé d'ailleurs de manière peu diplomatique, il faut bien le dire. Ensuite, maintenant, on nous parle du premier trimestre 2023. Je voudrais formuler une interrogation pour rester diplomate. Je serais surpris que cette visite d'État ait lieu au cours de ce premier trimestre 2023, compte tenu des éléments contentieux qui sont sur la table. Et donc, ça prouve bien qu'il y a un réglage qui n'est pas fait avec Paris, en tout cas avec le président français, le président Macron. D'autant qu'il y a d'autres éléments qui nous poussent à nous interroger. C'est la visite il y a 2 jours du chef d'état-major de l'armée algérienne, Chengreha, à Paris, mais reçu par le chef d'État, ce qui n'est pas conforme. Sans les journalistes, j'ai lu dans la presse. Apparemment, les journalistes oui, n'étaient pas tout à fait, de couvrir, sans photo ni rien, voilà. etc., reçu par le chef d'État. C'est la première visite d'un chef d'état-major algérien à Paris depuis 17 ans. 2, il est question pour le mois de mars de la visite d'État du président algérien Abdelmajid Tebboune à Paris. Donc il y a là un certain nombre de paramètres qui nous conduisent à nous interroger, pour être nuancés, nous interroger sur la volonté de Paris de relancer une coopération avec le Maroc, de la dynamiser sur de nouvelles bases. Maintenant, ces parenthèses étant fermées, je voudrais ajouter ceci à propos du texte de la résolution. C'est un texte fourre-tout. C'est un texte fourre-tout qui a été voté avec cette majorité-là. Pourquoi ? Il y a eu d'abord, il faut rappeler, en juin 2021, un autre projet de résolution qui avait été soumis donc au Parlement européen. C'était à propos du travail du statut des enfants mineurs. À l'époque, on avait été interpellé par l'Union européenne et par l'Espagne aussi, au moment où il y avait eu la tension, vous le savez.
sur la situation de jeunes Marocains, de mineurs prétendument marocains, présumés marocains, etc. Et on faisait des pressions sur le Maroc pour qu'il accueille et qu'il réadmette ces mineurs. Mineurs sur le sol européen. Sur le sol européen. Donc, voyez, donc là, il y avait eu une mobilisation et un projet de résolution sur ça. Mais je note aussi qu'il y a eu, au cours de l'année 2022, un grand activisme nourri par l'hostilité à l'endroit du Maroc. Exemple, il y a eu 112 questions au cours de l'année 2022, 112 questions posées au Parlement européen sur le Maroc. Alors on peut considérer que c'est une marque d'intérêt particulier, que le Maroc est un royaume rayonnant et qui suscite l'attractivité, mais ce n'était pas le cas. C'était des questions évidemment qui portaient sur un certain nombre de sujets que nous connaissons, démocratie, droits de l'homme, ceci, cela, état des libertés, etc. Bon. Donc vous êtes en train de me dire, M. Sami, que cette résolution n'est que l'aboutissement d'événements qui se sont passés et c'est presque une normalité. Alors, ma question, si vous permettez, M. Sami, le timing, c'est le timing qui interpelle. Les affaires juridiques qui ont été mentionnées dans la résolution datent depuis quelque temps. Alors, pourquoi cette résolution arrive aujourd'hui, à votre avis ? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter un point d'information, si vous le permettez. Pourquoi elle a eu ce nombre de voix ? Alors, il y a les eurodéputés traditionnellement hostiles à l'endroit du Maroc. On le sait, on les connaît bien, c'est évident. En revanche, ils ont bénéficié d'un effet de conjoncture lié au fait que ce Parlement européen a été mis en cause pour des affaires de corruption, touchant même l'une des vice-présidentes de ce Parlement, qui est d'ailleurs détenue aujourd'hui, qui est une eurodéputée grecque, plus 2 autres députés également qui sont l'objet de poursuites. Et donc il y a là un choc qui a frappé cette honorable institution parlementaire. Et c'est venu de quoi ? C'est venu du lien qui a été fait entre le mondial au Qatar et des présumées manœuvres ou actes de corruption, pour ce qui est du vote, pour ce qui est d'un certain nombre de choses. Bien, c'est ce qu'on appelle le Qatargate. Et on a adjoint à cette affaire du Qatargate, qui est ce qu'elle est, on ne sait pas, etc., on a adjoint le Maroc. Le Maroc, on parle maintenant d'un Maroc Gate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les eurodéputés qui nous sont hostiles ont saisi cette occasion-là pour dire, voyez, il faut aller plus loin que le Qatar, il faut aller mettre en cause le Maroc. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'éléments qui sont disponibles mettant en cause le comportement condamnable du Maroc au sein du Parlement avec une politique de corruption. Et sur ce plan-là, ils ont utilisé quels éléments ? Ils ont utilisé ce qu'a déclaré un ancien député italien, Panzeri, qui est député. C'est un eurodéputé italien, Panzeri, qui a été incriminé, mis en cause à propos du Qatargate et qui a donné un certain nombre d'éléments d'information sur le Maroc à la justice belge. Comment ça s'est passé ? Il a négocié avec la justice belge, qui lui a assuré, donc c'est un député repenti, ce qu'on appelle, comme dans le vocabulaire italien, c'est le cas de le dire, c'est un député repenti qui a négocié avec la justice belge pour donner un certain nombre d'éléments d'information et pour mettre en cause le Maroc, notamment tel ou tel acte prétendu de corruption. Et il a négocié pour obtenir quoi ? Pour obtenir une peine d'1 an de prison avec sursis, laquelle peine serait limitée à un bracelet électronique. Donc voilà, et si on n'a pas ces éléments, là on comprend pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu un choc
une mise en cause du Parlement européen en tant que tel, et un certain nombre de députés ont cédé, si vous voulez, à ce climat en disant « Eh bien oui, puisqu'il y a l'affaire du Qatargate, il y a le Maroc, eh bien on va accrocher le Maroc précisément sur ça, et en même temps, qu'est-ce qu'on a comme dossier? Les anciens dossiers recyclés depuis des années, droits de l'homme, liberté d'expression, etc. Voilà comment cette opération s'est faite. D'accord. Et pour revenir au timing, pourquoi le timing par rapport aux affaires juridiques qui sont mentionnées dans la résolution. Le timing est lié à l'affaire du Qatargate. S'il n'y avait pas eu l'affaire du Qatargate, il n'y aurait pas eu ce projet de résolution. D'accord. C'est l'affaire de Qatargate qui a été le vecteur d'actualisation, de polarisation sur l'affaire de corruption. Et dans l'affaire de corruption, ils ont dit il y a le Qatar qui est en cause, mais il y a aussi le Maroc. Et qu'est-ce qu'on a sur le Maroc? On a les atteintes aux droits de l'homme. Il n'y a pas d'éléments pour les prétendues manœuvres de corruption du Maroc au Parlement. Il n'y en a pas. C'est bien. Tout ça, c'est du construit après. Mais il dit, qu'est-ce qu'on a comme fond de dossier? On a les questions, donc, de droits de l'homme. Alors, vous avez raison de le relever, c'est le problème, maintenant, de la tentative d'actualisation de dossiers qui sont sans objet. Pourquoi? Les personnes qui sont citées dans cette résolution sont des personnes qui ont été condamnées sur quoi? Sur des affaires de droit commun. Agression sexuelle, viol, etc. Bien. Ce sont des affaires, pour certaines, qui ont été donc closes au niveau de la procédure. Pour une autre, c'est encore au niveau des voies de recours, c'est-à-dire au niveau du pouvoir à la Cour de cassation. Première observation, au nom de quoi les eurodéputés se permettent-ils par avance de condamner le fonctionnement de la justice au Maroc alors que ce sont des affaires de droit commun, et qu'il y a une affaire qui n'est pas achevée au niveau de la procédure. Deuxième point, au nom de quoi, au nom de quel magistère peuvent-ils se permettre de mettre en cause le fonctionnement de la justice du royaume? Pourquoi? Parce que le Maroc a consacré dans la Constitution de 2011 le principe de l'indépendance de la justice. C'est une grande avancée. Vous savez, nous avons aujourd'hui un département de la justice, ministère de la Justice, qui a des fonctions tout à fait résiduelles. Il s'occupe de construction de tribunaux, il s'occupe d'aménagement, etc. Et oui, il faut le savoir. Et le pouvoir judiciaire, il est partagé entre qui? Il est partagé constitutionnellement entre deux institutions. La première, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et la deuxième, c'est la présidence du ministère public. Ce sont des institutions qui sont indépendantes, et par rapport au pouvoir législatif, le Parlement, et par rapport au pouvoir exécutif, le gouvernement. C'est important que ça soit dit et consacré. D'ailleurs, la politique pénale du Maroc maintenant, elle n'est pas définie par le ministère de la Justice, elle est définie par le parquet et mise en œuvre par le parquet, où le processus d'indépendance a été consacré en 2017. Ça a pris du temps, mais c'est un fait. Question, qui peut nous donner des leçons sur l'indépendance de la justice? Vous savez, moi j'ai étudié cette question. Sur les 27 pays membres de l'Union européenne, il y a une petite dizaine qui ont consacré le principe de l'indépendance de la justice. Et il y en a 17 autres où l'indépendance de la justice n'est pas consacrée. Même en France, tenez-vous bien, il n'y a pas indépendance, contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a pas indépendance du pouvoir judiciaire. Et d'ailleurs, en France, il n'est pas question, même dans la Constitution, de pouvoir judiciaire, c'est question d'autorité judiciaire, ce qui est une nuance évidemment de contenu. Et en France, la politique pénale est entre les mains de l'exécutif. Comment? Par les instructions écrites données par le département de la justice, donc aux différents parquets de ce pays. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir sur ce plan-là. Très bien. À la lumière de ce que vous venez de dire, M. Samy, est-ce que vous pensez que ce vote hostile pourrait avoir des conséquences sur les relations de manière générale entre le Maroc
et l'Union européenne. Est-ce qu'il faut vraiment prendre ce vote au sérieux ou est-ce qu'il faut éviter de le surestimer et de se dire finalement il y a eu pas mal d'absents, il a été voté effectivement, vous avez dit tout à l'heure, par une large majorité, mais il y a eu des absents qui peut-être exprimaient un certain point de vue. Voilà, ma question, est-ce qu'il faut l'ignorer et avancer ou est-ce qu'il faut justement le prendre très au sérieux? Peut-être ni le minorer, ni le majorer. Peut-être, première lecture, mettre ça sur le compte de ce que j'appellerais les frais généraux de nos relations avec l'Union européenne. Bien. Pour autant, ça n'est pas acceptable et ni admissible, parce que c'est une ingérence flagrante dans le fonctionnement de la justice au Maroc. Et ça ne peut pas passer, ça ne peut pas être accepté. Et à bon droit, le Parlement marocain réagit dans un communiqué lors d'une séance conjointe des deux chambres, Chambre des représentants, Chambre des conseillers, avec un communiqué très sévère, dénonçant donc les éléments qu'il y a dans cette résolution du Parlement européen et annonçant qu'il allait demander et procéder à une réévaluation des rapports avec le Parlement européen. Qu'est-ce que cela veut dire, justement? C'est une réévaluation en attendant des mesures appropriées. Alors c'est un texte évidemment qui est ferme mais généraliste, d'où votre question d'ailleurs sur ce plan-là. C'est simplement une mesure conservatoire, si je puis dire, pour dire au Parlement européen il faut qu'on se revoie, qu'on mette tout ça sur la table pour essayer d'asseoir nos relations sur de nouvelles bases. Bien. Si on m'avait demandé mon avis, ce qu'on ne me demande pas, mais comme je le donne quand même, j'aurais aimé une réaction complémentaire à celle de notre Parlement, c'est-à-dire la réévaluation en attendant des mesures appropriées, et j'aurais proposé que l'on ajoute ceci, en attendant suspension du dialogue avec le Parlement européen. Mais justement, si on arrive à ce point-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement atténuer les relations entre le Maroc et l'UE de manière générale, parce qu'on a des relations qui sont quand même stratégiques. Le Maroc est un partenaire stratégique de l'UE. Est-ce que ça ne va pas être justement une mauvaise façon de réagir? J'entends bien votre objection, mais je fais une différence, si vous le permettez, entre les relations entre les deux parlements d'un côté et les relations entre le Maroc et l'Union européenne en tant qu'instance, c'est-à-dire le Conseil européen où il y a les 27 chefs d'État et de gouvernement, la Commission de Bruxelles, qui est l'organe exécutif donc de cette union, etc. Puis il y a la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Puis il y a le Parlement. Donc moi je fais bien une distinction entre les relations parlementaires, Maroc, Union européenne, et les relations existant donc entre l'État marocain et l'entité régionale, communautaire qui est à Bruxelles, qui est donc, je l'ai dit, le Conseil européen et la Commission de Bruxelles, la Commission européenne. Il nous faut pour l'instant rester au premier niveau, celui des relations entre les deux parlements. Je pense qu'en annonçant la suspension du dialogue avec l'Union européenne, je pense que ça aurait été une position plus ferme pour faire montre de nos déterminations. Très bien. Pourquoi? J'ouvre la parenthèse, c'est-à-dire que nous avons maintenant une diplomatie qui est une diplomatie de mouvement, qui est une diplomatie de fermeté, une diplomatie qui appelle au respect d'un certain nombre de principes, et il faut bien le dire que cette diplomatie a porté ses fruits. Dans le monde d'aujourd'hui, vous n'êtes audible et respecté quand vous affirmez votre détermination. On l'a vu pour la crise qu'on a eue avec l'Espagne, j'y reviens pas, c'est connu.
la crise qu'on a eue avec l'Allemagne, où les relations ont été suspendues pendant un an, et d'autres dossiers où le Maroc a fait montre de sa détermination. Et ça, c'est à mettre au crédit, on le dira, d'une conception royale du déploiement de l'action diplomatique. Il faut le dire, c'est le souverain qui est partisan à bon droit, à juste titre, de cette diplomatie de fermeté qui appelle à ce que le royaume soit respecté. Pourquoi? Parce que le Maroc a changé. Le Maroc 2022-2023 est une puissance régionale, une puissance crédible. C'est une puissance qui a redéployé sa diplomatie vers d'autres espaces géostratégiques, géographiques, etc. Et c'est le Maroc, la voix du Maroc est une voix qui compte, et donc il n'est plus question d'accepter un certain nombre d'actes inamicaux sur lesquels, en d'autres circonstances, on aurait fermé les yeux. Maintenant, deuxième lecture, pour ce qui est des relations avec l'Union européenne, il est bien évident que c'est un socle important, vous l'avez relevé. Les 2/3 de nos échanges se font avec l'Union européenne. Nous avons de grands programmes de coopération dans tous les domaines, énergie renouvelable, transport, investissement, formation, etc. L'aide européenne de l'Union européenne au Maroc est importante. Elle est en moyenne de 200 millions d'euros par an. Il y a un autre programme qui est l'agenda pour le développement pour les années à venir, et le Maroc donc est le premier, il faut le dire, c'est pratiquement le premier bénéficiaire de l'aide européenne hors les pays européens, c'est-à-dire avec l'Union européenne. Donc il y a là une dimension de rapport de coopération, d'intérêts partagés. J'ajoute que le Maroc se distingue aussi par une valeur ajoutée à sa diplomatie qui va tout à fait au-devant des nécessités, des besoins de l'Union européenne. Je pense que le Maroc est pionnier pour ce qui est des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, l'Union européenne a signé il y a quelques mois un accord de partenariat vert avec le Maroc. C'est le premier pays qui est visé par ça. Le Maroc est pionnier pour les énergies renouvelables. Le Maroc a une valeur ajoutée pour ce qui est de la lutte antiterroriste, pour ce qui est de la maîtrise du contrôle des flux des migrations. Il est pionnier, c'est le Maroc qui est, vous savez que c'est Sa Majesté le Roi qui est leader africain de l'immigration, consacré par le sommet de l'UA de février 2017, un mois après notre retour à l'Union africaine. Le Maroc est pionnier également pour ce qui est d'une politique religieuse particulière, d'un islam modéré, tolérant. Et donc nous avons, si vous voulez, dans notre portefeuille, un certain nombre d'éléments qui sont un plus par rapport à d'autres pays. Sans oublier la position du Maroc, qui est une position sage et respectée pour ce qui est de la situation au Sahel, de la lutte antiterroriste, des problèmes de la Libye. Le Maroc est sur une autoroute constante qui n'a pas varié d'un pouce, c'est que la question libyenne doit être réglée par les Libyens. Sur la base de quoi? Il y a un texte de référence, ce sont les accords de Srira de décembre 2015, c'est une base consensuelle qui a été admise, évidemment ça doit être actualisé, etc. Et le Maroc, sur ce plan-là, n'a pas varié, et tout ça va au-devant finalement des interrogations et des ambiguïtés de l'Union européenne et sur le Sahel et sur la Libye, sur d'autres questions. Par exemple, quelle est la position de l'Union européenne sur le Sahel? Il y a des divergences. Il y a des divergences entre les pays européens. D'ailleurs, ça a conduit à la situation que vous savez. Pour ce qui est de la Libye, c'est la même chose. Est-ce que l'Union européenne a une position commune sur la Libye et d'autres questions, etc. Il y a aussi le problème de l'Ukraine. La position du Maroc est une position sage. C'est une position sage, c'est-à-dire de dire je ne participe pas aux différents votes. Il y a eu 2 votes en mars et avril
donc pour ce qui est de 2022, pour ce qui est de la question du conflit de l'Ukraine, etc., estimant qu'il n'avait pas à prendre position. Et c'était d'ailleurs une position qu'on a retrouvée dans un certain nombre du côté d'un certain nombre de pays africains. C'est une position de sagesse, c'est pas une position de frilosité, c'est une position de sagesse en disant c'est une question européenne, nous n'avons pas à être pour les uns ou pour les autres, et c'est aux protagonistes à régler ça, et si possible, donc à l'Union européenne et aux États-Unis. Donc vous voyez que mon hypothèse, c'est qu'il y aura consolidation qui va se poursuivre des relations bilatérales entre les deux pays, sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan culturel, etc. Mais il y aura à gérer en même temps et à faire face à des nuisances pour ce qui est des relations entre les deux parlements. Du fait que c'est au niveau des deux parlements que s'expriment non pas des politiques d'État, comme au sein de l'Union européenne, de Bruxelles, mais s'expriment des courants divers, multiples, liés donc à ceux qui sont contre l'immigration, contre l'islam, contre ceci, contre cela, etc. Donc tout ça doit être pris au sérieux. J'ajoute un autre élément d'interrogation qui nous préoccupe, ce sont des mesures prises ou devant être prises aujourd'hui pour porter atteinte au dispositif actuel régissant les rapports entre le Maroc et les pays européens, notamment la France. Il y a un projet qui circule aujourd'hui, au niveau français en particulier, mais qui peut être repris par d'autres, mais tout qu'au niveau français, c'est de réglementer de manière plus sévère les transferts des Marocains du monde vers le Maroc. Comment ? Par le fait de demander que ces transferts-là passent non plus par les banques marocaines qui ont des agences en France, Banque Chabit, Tijari Wafa Bank, d'autres, etc., mais passent par des banques françaises. C'est une mesure de restriction. C'est une mesure de restriction qui pénalise nos banques. Eh oui, c'est une atteinte aux lois du marché, à la libre concurrence. Et c'est une mesure qui vise à donc gêner ces transferts-là, à les réduire et peut-être un moyen de pression. Donc vous voyez qu'il faut être vigilant. Il y a ce qu'il y a entre les deux, entre le Maroc et l'Union européenne, c'est important. Ça couvre un large spectre économique, social, culturel, antiterroriste, etc. Mais à côté de ça, il faut être vigilant et il y a un climat, il y a des manœuvres, etc. D'autant que qu'est-ce qui fait que le Maroc fait l'objet, notamment en France, de ce traitement particulier avec la présidence Macron? C'est aussi le Maroc qui a changé, je vous l'ai dit, mais c'est aussi le fait que le Maroc a redéployé sa politique internationale autrement depuis les accords d'Abraham. Eh oui, et depuis les accords d'Abraham de septembre 2020, mais surtout depuis la reconnaissance américaine en décembre 2020 par l'ancienne présidence Trump de la marocanité des provinces sahariennes. Un. Et deux, la normalisation des relations avec l'État d'Israël. C'est une donnée majeure. C'est une donnée majeure qui a conduit nos partenaires traditionnels, en particulier, notamment Paris, à réévaluer ses relations avec Rabat. Parce que la preuve a été faite que le Maroc dispose d'une autonomie de décision et une indépendance pour ce qui est sa diplomatie. Et ça rehausse le Maroc à un autre rang, c'est-à-dire comme un partenaire privilégié maintenant, qui a un allié stratégique majeur. C'était déjà le cas mais avec les États-Unis, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec l'administration américaine de Trump hier, de Biden aujourd'hui, et le fait que la normalisation en même temps avec l'État d'Israël repositionne le Maroc sur le plan international
le Maroc étant porteur aussi et défenseur de principes. Tout ça ne s'est pas fait au détriment des principes de notre diplomatie, c'est-à-dire le respect, la transparence, des valeurs, etc. Et je pense en particulier à la cause palestinienne, où vous savez que quand il y a eu l'entretien téléphonique entre le président Trump et Sa Majesté le Roi le 10 décembre 2020, annonçant, où le président américain annonçait donc, suivi d'un tweet, puis d'un décret présidentiel, hein, sur la marocanité des provinces sahariennes. Dans l'heure qui a suivi, Sa Majesté le Roi a téléphoné à qui? Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, pour lui dire et lui confirmer, si besoin était, que le Maroc était toujours mobilisé autour de la cause palestinienne, considérant que c'était la première cause, en même temps, si vous voulez, que la cause du Sahara marocain, et que le Maroc continuerait à se mobiliser, le souverain étant par ailleurs président du comité Al-Quds. Donc tout ça, pour dire quoi? Pour dire qu'un certain nombre de partenaires étrangers, européens, partenaires traditionnels, n'ont pas accepté cette autonomisation de notre diplomatie par rapport à des cadres traditionnels. Et ça a été surtout très mal apprécié en France. C'était le cas en Allemagne d'ailleurs. Je rappelle quand même pour l'histoire que quand il y a eu la reconnaissance américaine de la marocanité des provinces sahariennes annoncée par le président Trump le 10 décembre 2020, dans les jours qui ont suivi, l'Allemagne, en l'occurrence Angela Merkel, a demandé, qui était membre non permanent du Conseil de sécurité, avait demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité, comme s'il y avait une menace majeure sur la paix et la sécurité internationale. Pourquoi? Parce que c'était une manière de montrer qu'elle n'était pas favorable à cela. C'était aussi lié, il faut le dire, on ne le dit pas, c'est lié au gros dossier des minerais rares du mont Tropique. Eh oui. Là, entre les Canaries et la frontière maritime marocaine, lesquels minerais rares sont de nature, si c'est exploité, ils sont utilisés, vous savez, dans les conducteurs, dans les conducteurs et les batteries notamment, etc. Ça aurait mis en cause totalement la première industrie allemande, c'est l'industrie automobile. Si on n'a pas ces éléments-là, on ne peut pas comprendre la réaction inexpliquée, apparemment. C'était la même chose pour Paris, parce que c'était une autonomisation, je l'ai dit, par rapport au cadre habituel des relations avec la France. C'était aussi la même chose avec l'Espagne, et toutes ces puissances sont revenues à une autre appréhension des réalités, mais un Maroc nouveau, un Maroc qui est mobilisé. Monsieur Samy, vous êtes en train de nous dire au fait qu'il faut aller au-delà de la résolution. Il y a tout un background international en matière de relations qui ont abouti justement à cette résolution. Je voudrais revenir à la résolution, vous savez, si vous le permettez. D'aucuns disent que le projet de résolution, vous avez cité quelques eurodéputés au début, émane d'un intergroupe au sein du Parlement européen, qui porte le nom d'ailleurs intergroupe Sahara occidental, mais qui n'a absolument rien à voir avec le Sahara marocain. Et ce serait cet intergroupe qui serait derrière cette résolution et qui a fait un peu de lobbying justement pour qu'elle soit votée. Est-ce que vous pensez vraiment que cet intergroupe, qui est un groupe lobbyiste composé d'eurodéputés, est en mesure d'avoir cette influence au sein du Parlement européen? C'est un précédent. Est-ce qu'il faut faire attention à ce qui peut venir dans le futur? Effectivement, il y a cet intergroupe dit du Sahara occidental qui est un noyau que nous connaissons, un noyau activiste qui se distingue par toujours des prises de position hostiles à l'endroit du Maroc. Qui y a derrière cet intergroupe? C'est le pays voisin, c'est l'Algérie. Eh oui. Il faut bien le dire, l'Algérie fait un grand lobbying à Bruxelles et à Strasbourg
Donc, lobbying relationnel et autres, c'est précisément pour entretenir en différentes circonstances et suivant l'agenda du Parlement européen, donc les communiqués, les prises de position hostiles pour celui du Maroc. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres officines, je dis bien des officines pour bien montrer ce qu'elles sont, et notamment un certain nombre d'ONG qui sont, là encore, dans ce même périmètre. Je pense à Reporters sans frontières, je pense à Amnesty International et à d'autres. Sur quoi ont travaillé les eurodéputés qui ont présenté ce projet de résolution? Moi, je peux vous le dire, je connais les textes de Reporters sans frontières. Ils ont travaillé sur les textes précisément de Reporters sans frontières. Parce que les eurodéputés ne connaissent pas. Vous savez, un eurodéputé hollandais ou autre ne connaît pas les affaires qui ont été jugées au Maroc il y a 2 ans, 3 ans, tout ça. Il ne connaît pas les journalistes. Lesquels journalistes ont été condamnés, non pas en raison de l'exercice de leur métier, il faut le rappeler, ils ont été condamnés pour des affaires de droit commun. Donc il y a là un petit monde où il y a plusieurs segments. Il y a ce groupe-là donc que vous avez cité. Il y a d'autres groupes, il y a d'autres ONG qui sont des ONG internationales, je les ai citées, Reporters sans frontières, Amnesty, etc., et d'autres petites associations en franchise, si je puis dire, dans les différents pays, liés à des militants activistes, extrême gauche, écolos, ceci, cela, etc. Voilà, c'est ce monde-là qui est là et qui nourrit continuellement cette campagne contre le Maroc. Très bien. Monsieur Samy, dans les relations internationales, dans les conflits internationaux, il y a toujours des sorties de crise. Et ça sera le cas également pour celle-ci. À votre avis, pour l'observateur que vous êtes, quels sont les scénarios de sortie de crise entre le Maroc et l'UE ou le Maroc et le Parlement européen? Tous les scénarios possibles doivent partir d'un prérequis, la fermeté. La fermeté et le respect. On ne peut pas aller au-delà si, au départ, on n'accepte pas sur la table, pour reprendre langue avec ces eurodéputés, qui est la fermeté, qu'il faut qu'ils mesurent notre détermination et combien cette détermination est forte. Il faut qu'ils mesurent notre fermeté. C'est une fermeté qui n'est pas une fermeté d'affichage, mais une fermeté réelle, assumée. Sur ces bases-là, le Maroc est disposé. Le Maroc est un pays de dialogue. Nos parlementaires sont des élus de dialogue. Donc, sont disposés à reprendre contact avec l'Union, avec le Parlement européen. Et il y a une procédure pour ça. Il faut rappeler qu'il y a un comité mixte, un comité parlementaire mixte Maroc-Union parlementaire qui existe, qui a été mis sur pied il y a 1 an. Il comprend 13 députés marocains et 13 eurodéputés européens. Ce comité mixte parlementaire Maroc-Union européenne ne fonctionne pas. Il s'est réuni qu'une fois pour le PV d'installation des membres. Eh bien, le Maroc n'est pas arrivé à obtenir une deuxième réunion de travail donc de ce comité mixte. Donc, les gestes de bonne volonté que peuvent faire les eurodéputés, c'est commencer par réactiver le travail de ce comité mixte parlementaire Maroc-Union parlementaire. 13 membres et 13 membres. Ça, c'est le premier signe d'une volonté de normalisation et de dialogue. Ça passe par ça. À côté de ça, évidemment, il y a un travail à faire pour notre diplomatie parlementaire au niveau donc des 27 parlements, et nous avons des capacités, des potentialités qu'il faut maintenant activer. Nous avons un nouveau parlement qui a été mis en place en octobre 2021. Il serait bon et de bonne politique que ce parlement, notre parlement, mette en place les groupes d'amitié avec les différents parlements
Et nous en avons plus d'une quarantaine. Donc ça, c'est une tâche. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler sur plusieurs niveaux. Un, au niveau du comité mixte parlementaire Maroc-Union européenne, mais en amont, il y a tout le tissu des relations interparlementaires. Et c'est en travaillant et en activant des relations de coopération, de dialogue avec les 27 parlements de l'Union européenne et au-delà que nous pouvons peser sur l'appréhension des rapports avec le Maroc. Il y a un travail en amont qui doit être fait, il peut être fait qu'au niveau de groupes d'amitié. Ces groupes d'amitié ont fonctionné, il faut les réactiver, il faut les remobiliser, et ça, c'est un complément indispensable à notre diplomatie d'État. D'ailleurs, il y a une convention qui a été signée il y a 4 mois entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et les 2 présidents des 2 chambres, précisément pour une coordination et de la diplomatie d'État et de la diplomatie parlementaire. Il y a un autre niveau de mobilisation, c'est la diplomatie partisane. L'USFP est vice-président de l'Internationale socialiste. Donc le Maroc a été élu il y a 1 mois. Vous le savez, vice-président de l'Internationale socialiste. Donc il serait indiqué que ce cadre-là soit utilisé, mobilisé pour nous présenter, faire valoir nos positions, nos principes, etc. Le Maroc aussi est actif dans l'Association internationale des partis conservateurs, dits conservateurs. Oui, c'est l'internationale libérale. J'y venais. Le Maroc est présent dans l'internationale libérale avec le mouvement populaire et avec le RNI. Le parti de l'Istiqlal aussi est membre d'une internationale. Donc c'est important que cette diplomatie partisane se remobilise. Et donc je vois une action à plusieurs niveaux. Au niveau des partis, qui ont des réseaux qui sont membres d'internationales. Au niveau des groupes d'amitié parlementaires, c'est un 2e niveau. Et un 3e niveau spécifique, c'est le comité mixte. Sans oublier l'action continue de la société civile. La société civile aussi est présente à un certain nombre d'enceintes internationales, de forums, de conférences, etc., pour porter la parole du Maroc. On ne leur demande pas de suivre aveuglément ce qu'on leur dit, on leur demande simplement de l'écoute, du respect et un dialogue fécond sur la base de ces mêmes principes. Très bien. Monsieur Samy, nous arrivons au terme de cette émission et la tradition veut que le dernier mot revienne toujours à notre invité. Quel sera le vôtre ? Je dirais plusieurs choses. La première, me semble-t-il, c'est la nécessité impérieuse de renforcer le front intérieur. C'est important, c'est-à-dire c'est un front intérieur mobilisé autour d'un certain nombre de projets, de valeurs, de principes qui peut être le meilleur soutien de la diplomatie. Plus nous serons forts sur le plan du front intérieur et plus on sera à l'aise sur le plan de l'action diplomatique parce que c'est une valeur ajoutée. 2e point, il faut davantage mettre en relief ce que nous faisons. Ce que nous faisons, les réformes faites, les chantiers en cours et aussi les chantiers à venir et les réformes qu'il faut finaliser. Il y a des réformes qui sont actuellement encore en débat. Il faut aller plus loin. C'est ce que j'appelle une nouvelle génération de réformes, des réformes sociétales, des réformes sur le code pénal, sur la protection de l'environnement, sur la consolidation des droits et des acquis. Vous savez, c'est une dynamique de mobilisation et de capitalisation qui doit se faire. Et puis, ça interpelle aussi les politiques publiques, et en particulier le gouvernement, c'est-à-dire davantage de communication, d'explication, parce que c'est le meilleur élément qui peut être utile pour être mis en relief à l'international. C'est la relation entre l'interne et l'externe, et l'interne doit être un levier
un levier, un aiguillon ne pouvant que conforter, optimiser les objectifs et ce qui est prévu pour ce qui est de l'option internationale. Dernier point, la mobilisation, j'y reviens. La mobilisation autour de... Parce qu'il doit y avoir une mobilisation réactivée, il y a la question nationale du Sahara. Et sur ce plan-là, on ne dira jamais assez combien est nécessaire, non seulement la veille, la vigilance, mais aussi la mobilisation. Monsieur Mostafa Saïd, merci beaucoup pour vos lumières. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, vous êtes spécialiste en matière de droit international et je vous remercie encore une fois pour toutes ces précisions. Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.